Alfred Dreyfus est un juif alsacien. Il quitte l'Alsace en 1871, après son annexion par l'Allemagne, et il devient militaire. En 1894, il est accusé d'espionnage. Le Conseil de guerre le condamne et il est déporté à vie en Guyane. On l'accuse d'avoir transmis à l'ambassade allemande des renseignements sur le nouveau matériel de l'armée française, sur la foi de la ressemblance entre son écriture et l'écriture des documents, mais l'enquête n'est pas approfondie. Sa famille, convaincue de son innocence, cherche à faire réviser son procès. 2 ans plus tard, en 1896, un officier découvre l'innocence de Dreyfus. Il en fait part à ses supérieurs, mais ceux-ci ne font rien pour réparer cette erreur judiciaire. C'est à partir de la lettre d'Émile Zola qu'on parle de l'affaire Dreyfus. En 1898, il publie en effet une lettre ouverte au président de la République dans le journal L'Aurore. C'est donc la presse qui lance cette affaire et contribue à mobiliser l'opinion publique. Les journaux prennent parti. On parle des Dreyfusards et anti-Dreyfusards. La célèbre caricature de Carandache, publiée quelques semaines après la lettre « J'accuse » de Zola, témoigne de la division de l'opinion publique. Sous la première image, surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Sous la deuxième, ils en ont parlé. En 1899, Dreyfus est libéré, rejugé puis gracié. Il faudra cependant attendre 1906 pour qu'il soit réhabilité. Cette affaire qui a divisé l'opinion a été grandement médiatisée par la presse. De violents articles et caricatures antisémites ont été publiés dans la presse populaire. La presse d'opinion s'est affrontée dans cette affaire et a joué un rôle décisif. Malgré les preuves de l'innocence de Dreyfus, certains journaux continuent à mobiliser les Français contre lui. Dans cette affaire, nombreux journaux ont manqué de déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des règles éthiques qui doivent guider les journalistes. Le devoir de vérité, le respect du lecteur, la vérification des sources. Les médias ont pris parti, les intellectuels se sont engagés. La liberté de la presse permet l'expression de courants très divers. C'est aux citoyens de se forger sa propre opinion, à travers ces différents médias. En 1940, la France signe l'armistice et entre dans la collaboration. Cette poignée de main est très médiatisée, comme le montre cette photographie parue dans la presse, au lendemain de cette rencontre. Quelques jours plus tard, c'est à la radio que le maréchal Pétain s'explique. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Pétain met fin à la démocratie et met en place un nouveau régime, l'État français. C'est un régime autoritaire dans lequel la liberté de la presse n'existe plus. La radio devient un instrument de propagande. La radio joue également un rôle très important dans la résistance, qui cherche à contrer la propagande de Vichy et la propagande allemande. C'est à la BBC que le général de Gaulle proclame son célèbre appel du 18 juin 1940. Celui-ci sera peu entendu à l'époque. Mais de Gaulle continue à parler à la radio anglaise et progressivement, cette radio devient celle qui informe les résistants. Sur cette image de propagande qui montre une famille française écoutant religieusement le maréchal Pétain s'exprimant à la radio, on mesure l'importance de ce média dans les familles françaises de l'époque. La radio nationale, c'est Radio Vichy, bien entendu contrôlée par le régime. C'est un moyen de propagande très efficace. Dans la zone nord, la radio contrôlée par les Allemands, c'est Radio Paris. La lutte entre la radio nationale et la radio de la résistance, la BBC, est permanente. C'est à la fois un outil d'information et de propagande. Les journaux aussi, contrôlés par l'État, servent de propagande, et la résistance s'exprime dans des journaux clandestins. Pendant ces années noires, c'est donc une véritable bataille de l'information qui a lieu,
la radio et les journaux étant les principaux médias qui véhiculent des idées contradictoires. Ils contribuent à faire évoluer l'opinion publique. En août 1944, Paris est libéré. L'État français est remplacé par un gouvernement provisoire qui rétablit la liberté de la presse. Mais l'État affirme son monopole absolu sur la radio. Celle-ci reste le principal moyen d'information des Français. À cette époque, la télévision n'a encore qu'un public très restreint. Le premier journal télévisé apparaît en 1949. Et à cette date, la France compte moins de 4000 postes de télévision. Mais ce chiffre progresse vite et en 1958, au début de la Ve République, il y a 1 million de téléviseurs en France. De Gaulle, qui revient au pouvoir, s'appuie sur ce média, sur lequel il dispose du monopole. L'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, reste sous contrôle gouvernemental. C'est dans ce contexte que naît la crise de mai 1968. La contestation étudiante prend pour cible les médias contrôlés par l'État, en particulier la radio et la télévision. La télévision joue un rôle de plus en plus important dans la formation de l'opinion publique. En 1981, elle retransmet le débat entre les deux tours de la présidentielle, entre Valéry Giscard d'Estaing, à gauche, président sortant, et François Mitterrand, qui va être élu. Une fois au pouvoir, il met fin au monopole de l'État sur l'audiovisuel. Les radios libres sont autorisées et les chaînes privées sont autorisées. Depuis les années 90, un nouveau média fait son apparition. Internet révolutionne l'accès aux informations. Les sources sont innombrables, mais leur fiabilité parfois difficile à vérifier. L'information circule très vite. D'autre part, chaque citoyen peut désormais contribuer à forger l'opinion publique en s'exprimant directement sur Internet. Les médias jouent donc un rôle essentiel dans l'expression et la formation de l'opinion publique, et c'est à travers les crises de la démocratie que l'on perçoit le mieux leur rôle. Les médias reflètent les affrontements politiques tout en influençant leur issue. C'est pourquoi les hommes politiques y portent une attention particulière, persuadés que le contrôle des médias permettra celui de l'opinion publique, et donc le succès aux élections. Dans une démocratie, la diversité des opinions peut s'exprimer à travers les médias, mais il est essentiel que ces citoyens éclairés exercent leur esprit critique, afin de pouvoir faire leur choix en toute liberté.